Première question donc, de la salle, avec vous, Pierre-Yves Lenormand, au nom des jeunes agriculteurs, nous vous écoutons. Bonjour. Alors, j'ai deux questions. Ma première question, c'est concrètement, alors vous nous avez expliqué vos trois piliers, mais concrètement, les trois premières actions que vous mettrez en place si vous êtes élu dans les premiers mois. Et deuxième question, aujourd'hui, le budget de l'agriculture et ses filières pour la Normandie réunifiée, ça représente à peu près 20 millions d'euros, soit 1% du budget. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment suffisant ? Alors, pour répondre à vos deux questions, merci pour les deux questions. D'abord, les trois premières actions concrètement. Alors, la première action, je ne sais pas si on peut dire que c'est une action, mais en tout cas, c'est la première chose que je ferai en matière agricole et alimentaire, c'est voir les chambres pour regarder notre plan d'action dans le cadre de la nouvelle région. Parce que nous avons des choses qui sont séparées, et c'est normal, sur les fonds européens, parce que vous savez que les deux régions ne sont pas classifiées de la même façon du point de vue de la Commission européenne. Ça nous permet d'ailleurs de récupérer plus d'argent européen du côté de la Basse-Normandie, tant mieux. Mais nous avons aussi un objectif de convergence d'un certain nombre de politiques. Et ça s'inscrit dans un contexte plus large pour la région. Vous savez certainement que la nouvelle région, elle va devoir écrire, par exemple, son schéma régional de développement économique, c'est-à-dire sa feuille de route économique au sens large, pas que l'agriculture et l'agroalimentaire, pour toute la région. Donc là, il faut qu'on travaille à un conventionnement pluriannuel avec les chambres tout de suite. Ça, c'est la toute première mesure qu'il faut faire. Alors, ça ne va pas se faire en 2 jours, mais il faut vraiment commencer par ça. La deuxième chose que je ferai, c'est que j'irai à Bruxelles. J'irai à Bruxelles parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas et on pense ce qu'on veut de l'Union européenne. Moi, j'y ai travaillé 5 ans, pas dans la DG Agri, mais je connais le fonctionnement de l'intérieur et je sais que c'est essentiel d'avoir une bonne relation avec le commissaire en charge des politiques agricoles et aussi des politiques régionales. Parce que les deux sont liés, Fonds FEDER par exemple, ou Fonds FEDER. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, qui est liée un peu à la deuxième évidemment, c'est que j'irai voir le ministre. Parce qu'il y a des enjeux, le président de région, il a un rôle politique aussi. Les services vont travailler sur les outils, j'ai parlé du conventionnement, on va essayer de simplifier des choses, mais la responsabilité de l'élu, du président, c'est d'aller voir les responsables politiques. Et il faut aller voir le ministre de l'Agriculture, en particulier sur la filière lait, sur l'élevage, pour que nous obtenions des garanties supplémentaires, en tout cas des actions spécifiques sur la Normandie. Et ça, c'est à discuter avec lui. Bon, je sais que je serai bien reçu, mais encore faut-il faire ce travail. Faire ce travail et demander du concret. Donc je ne suis pas en train de vous donner le détail de ce qu'on pourra faire, mais je crois que ça, c'est très important. Un conventionnement avec un plan d'action technique spécifique avec les chambres, ça c'est très important, c'est la mise en œuvre des mesures. Aller à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas, et il faut tout de suite avoir les bonnes connexions. On l'a déjà fait, mais là c'est une nouvelle région, donc il faut renforcer ça. Et troisième point, le gouvernement sur notamment les plans d'urgence, parce que la situation est toujours une situation d'urgence. Sur le budget, alors le budget, c'est toujours pareil. Je comprends ce que vous dites, et en même temps, bon, ça serait facile de vous répondre, oui, il faut l'augmenter, le tripler. Bon, je ne vais pas faire ça, parce que ce n'est pas exactement 20 millions. Vous avez 20 millions de fonds propres de la région. Mais comme vous le savez, il y a aussi la gestion des fonds européens, pour ajouter le FEAMP, aussi sur la pêche, par exemple. Et puis, il y a d'autres fonds que le FEADER qui peuvent avoir un impact sur le développement rural. Bon, donc, en réalité, quand on prend l'ensemble, on est sur une assiette financière qui effectivement vient dans sa majorité des fonds européens et pas propres à la région, mais à la limite, peu importe, ce qui est essentiel, c'est comment on fait pour les faire fructifier ensemble. Voilà, donc il peut y avoir besoin d'augmenter dans tel ou tel secteur le budget propre de la région, mais je ne vois pas ça comme l'alpha et l'oméga de la politique régionale. De manière générale, je pense que c'est une région, comme vous le savez, qui a été bien gérée. Je le dis librement, j'ai été président que depuis 2 ans, donc c'est d'abord grâce à mes prédécesseurs et à Laurent Beauvais. On a une dette faible, il faut quand même mieux avoir des sous de côté pour investir plutôt qu'une dette à rembourser. Quand même préférable. Mais en même temps, notre but, ce n'est pas d'avoir juste quel montant on va mettre, c'est plutôt de partir des projets. Et les projets, c'est vous qui les avez. Donc je pense que c'est plutôt dans le dialogue, en partant de vos projets, du plan d'action pour les champs, des jeunes agriculteurs, des fédérations syndicales, qu'on pourra construire un budget, et pas dans le sens inverse. Merci. Nous poursuivons par une question de Anne-Marie Denis, donc présidente de la FDSEA de l'Orne. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Anne-Marie Denis. Oui, FDSEA de l'Orne, ça fait plaisir d'entendre le mot syndicat dans votre bouche parce qu'on se demandait si vous alliez faire allusion au syndicalisme. Donc là, j'entends bien, vous avez 3 leviers importants, l'investissement, la simplification et la qualité, de très bons leviers. Derrière ça, je suis un petit peu surprise parce qu'en fait, lors des élections précédentes, vous parliez beaucoup plus d'appel à l'environnement au niveau de l'agriculture. En 2012, d'ailleurs, vous aviez signé un pacte avec Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas si vous maintiendrez cette année ce pacte. Nous, les agriculteurs, on a une forte impression de puissance environnementale sur notre dos, une puissance environnementale, une puissance administrative qui semble même quelquefois orienter trop facilement nos élus politiques. Donc, je ne sais pas, peut-être que, à savoir, moi je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'état environnemental de notre région ? Est-ce qu'on est vraiment en danger ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une si forte pression d'exigence réglementaire sur notre agriculture ? Et puis, donc la deuxième question, est-ce que cette année, vous signerez un partenariat avec Europe Écologie Les Verts ? Peut-être un partenariat fort, au point peut-être de les mettre à la tête de notre agriculture sur la région. C'est une question qu'on se pose. Alors, d'abord sur la question environnementale. J'ai cité les syndicats, effectivement, et j'ai toujours dialogué avec tous les syndicats. Arnold peut en témoigner, en Haute-Normandie, et tous les syndicats. Et c'est normal. Le président de région, il doit travailler avec tout le monde, quels que soient les bords politiques et quelles que soient les opinions syndicales. Sur le débat environnemental, je ne suis pas sûr de partager, je vous le dis avec honnêteté, la façon dont je reçois votre présentation. Peut-être que je l'ai mal reçue. Je crois que, bien sûr, il y a un certain nombre de, vous appelez cela charges, contraintes environnementales, que je comprends. Il me serait facile de vous dire, il faut les supprimer, etc. La vérité, c'est qu'un grand nombre d'entre elles ne résultent pas tant du niveau régional que soit du niveau européen, soit de la transposition nationale, et là il y a un débat national, de directives européennes. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'exigences qui sont votées au niveau européen, et comme vous le savez, ensuite, pour certaines d'entre elles, pas toutes, pour les directives en gros, vous avez une transposition qui fait qu'il va y avoir effectivement, en fonction des pays, de la façon dont c'est transposé, des ajouts ou au contraire des souplesses. La région là-dedans, vous savez, quand nous on doit faire notre PDR, notre plan de développement régional, qui a été adopté il y a quelques jours, on est soumis à un certain nombre d'exigences et de contraintes. Exigences par exemple de concentration des fonds sur un certain nombre de priorités. Est-ce que la région a une grande marge de manœuvre là-dessus ? Réponse non. Par contre, la région a des leviers, j'ai essayé de les donner tout à l'heure, de simplification sur ce qu'elle fait, elle. Ça, oui. Dans, par exemple, la délivrance des crédits FEADER dont elle a autorité de gestion. Et ça, pour le coup, c'est à la région de simplifier les choses. Mais je ne voudrais pas qu'on confonde un débat qui est parfaitement légitime, c'est un autre débat, qui se place au niveau européen et au niveau national, avec un débat local que moi je vois plutôt sous le sceau du pragmatisme. Ensuite, vous m'avez demandé quelle est ma vision ou quelle est mon appréciation de la situation environnementale du territoire. Je pense qu'elle est très contrastée. Si vous prenez l'Orne ou si vous prenez la vallée de Seine, c'est très différent du point de vue environnemental. Si je parle de la Haute-Normandie, dans la vallée de Seine, on a eu des situations compliquées au niveau environnemental, on le sait. Et puis à l'inverse, il y a d'autres territoires où c'est nettement moins le cas parce que la charge industrielle n'est pas la même, la charge agricole n'est pas la même. On a aussi des agricultures différentes en fonction des territoires, et on le sait bien, que ce soit polyculture, élevage, ou des fermes de plus petite taille quand on va vers la Basse-Normandie, etc., etc. L'élevage porcin, il est quand même beaucoup plus développé dans le sud de la Manche, ou par exemple, ou dans l'ouest de l'Orne, qu'en Seine-Maritime, pour prendre un exemple. Donc, on a des situations qui sont très, très différentes. Donc, je ne sais pas si on peut faire une vision globale. On peut dire aussi des chiffres globaux. La surface d'agriculture biologique en Basse-Normandie, c'est, sauf erreur, 4%, quelque chose comme ça. La surface en agriculture biologique en SAU en Haute-Normandie, sauf erreur, ça doit être de l'ordre de 1 quelque chose %. Donc, vous voyez bien qu'il y a des différences aussi là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on aura un accord avec... Je ne sais pas à quel accord vous faites référence en 2012, mais je suis président depuis 2013, j'ai été élu en 2010, mais peut-être que vous parlez d'un accord national. Des élections législatives et présidentielles. Voilà. Et il y avait un pacte qui devait travailler sur l'ouverture de
production intensive et tout ce qui est agro-environnemental. Oui. Moi, je vous dis ma philosophie. D'abord, bien sûr, je pourrais vous dire non, non, il n'y aura pas de vert, etc. J'aurai surtout pas de vice-président vert. Bon, je ne ferai pas ça. J'essaye de vous dire les choses avec sincérité. Bien sûr que nous avons un accord électoral et politique avec les Verts sur la base d'un contrat qui va bien au-delà de seulement la question agricole. Je crois aussi qu'on a des élus Europe Écologie Les Verts, je pense notamment en Basse-Normandie, je pense, pour ne pas le nommer, à François Dufour par exemple, qui ont aussi une légitimité, une crédibilité. Et nous avons aussi des agriculteurs, tout le monde le sait, James Louvet est candidat sur ma liste, qui ont aussi, sans être Europe Écologie Les Verts, c'est pas la question, mais qui portent aussi une expertise, une compétence dans le domaine agricole. Moi, je crois qu'il y a des enjeux environnementaux qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas opposer, que quand on peut travailler à la baisse des charges administratives, à la baisse, à la souplesse dans le déblocage des crédits, il faut le faire au maximum, c'est ce que j'appelle le pragmatisme. Et en même temps, et c'est d'ailleurs dans votre propre document de la Chambre, la performance, elle est triple. Elle est économique, mais elle est aussi environnementale et sociale. Et d'ailleurs, la performance environnementale, elle peut être aussi source de valeur ajoutée. Moi, j'ai vu des productions de très, très grande qualité, notamment dans l'Orne, sur des AOC ou sur des fromages, par exemple, en production laitière, qui s'appuyaient aussi sur une excellence, on pourrait dire une forme d'excellence environnementale. Donc voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut à la fois du pragmatisme de la part du président et essayer de travailler là où on a de vrais leviers. Merci. Et pour conclure cet entretien, 3 questions que l'on prend les unes à la suite des autres, sur lesquelles évidemment vous pourrez répondre et aussi conclure dans les 10 minutes donc, qui vous restent. Le micro est à votre gauche. Nous vous écoutons, monsieur. Oui. La région gère certains ports, en général les plus petits. Par contre, il y a tout le... Non, mais c'est Caen, Dieppe, Fécamp, voilà. Mais par contre, il y a les grands ports, et entre autres à Ropa, le Havre-Rouen, qui est géré par l'État. Et c'est un atout majeur pour les exportations à la fois françaises et normandes, pour les grandes cultures, entre autres les céréales. Comment la région peut intervenir plus dans la gestion de ce port pour à la fois le moderniser, le désenclaver, améliorer tous les flux logistiques qui sont source d'économie pour l'ensemble des agriculteurs, sachant que les exportations sont là aussi pour nourrir souvent le Maghreb. Et c'est un rôle géopolitique, stratégique. Je pense que vous êtes à même de le comprendre, que tout le monde ne le comprend pas. Voilà. Alors, comment vous voyez un peu l'avenir de la région autour du port de Rouen ? Merci. Autre question ? On prend les 3 en même temps. Voilà. Oui, Guillaume Larchevêque, président des jeunes agriculteurs de l'Orne. Des disparités fortes sont constatées entre la Haute et la Basse-Normandie sur les réunions des CRIT, comités régionaux installation et transmission, et les retours faits par les 2 conseillers régionaux. Quel suivi et gestion de l'installation souhaitez-vous mettre en place ? Merci. Et monsieur ? Vous avez mis en premier lieu, et je vous félicite, l'investissement. Sauf qu'on est obligé aussi de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, forcément. Vous êtes aussi là le porteur d'une politique qui a déjà, j'allais dire vécu, c'est pas le bon terme, qui s'est déjà exercée. Et force est de constater que par rapport à nos principaux compétiteurs européens, qui sont les Allemands, en matière d'investissement, on est complètement à la ramasse. Je vais vous citer 2-3 chiffres qui viennent de Basse-Saxe et de Bavière. Les soutiens à l'investissement sont en plafond subventionnable 10 fois plus importants que les nôtres. Les aides moyennes à l'investissement vont autour de 75 000 euros pour les élevages, en termes d'élevage je parle, alors que c'est 15 000 chez nous, les chiffres moyens. Et tout cela a concouru forcément à accroître encore la distorsion de concurrence. Donc je conviens que le nouveau PDR se rééquilibre. Enfin, on commence à aller vers, mais on n'y est pas. On est loin, parce que les chiffres que je vous cite en Allemagne sont ceux-là. Les nôtres, on les connaît, ils sont mieux que ceux du PDR passé, mais ils ne sont encore pas à la même hauteur. Alors, est-ce que, à mi-parcours du PDR, est-ce qu'on est capable de réorienter les choses ou pas, en fonction aussi de la consommation des enveloppes ? Est-ce qu'on est capable de rendre aussi, vous avez parlé de fluidité tout à l'heure, dans les moyens, est-ce qu'on est capable de rendre
cet accès aux aides FEADER plus fluide, c'est-à-dire plus facile, parce que c'est quand même, à l'image de ce qu'on a participé à construire, bon gré mal gré, une usine un peu à gaz quand même, ce PDR. Hein. Les points, vous avez des bons points. On a évité les points négatifs. On pouvait avoir des points soustraits. On a évité ça. Déjà, c'est une bonne chose. Seulement, c'est quand même une usine à gaz. Alors, est-ce qu'on est capable de le rendre plus accessible? Autrement dit, d'en rediscuter. Voilà, trois questions différentes. Nicolas Maher-Rossignol, 3 questions différentes, 10 minutes pour y répondre et conclure. Alors, il y a 3 questions très différentes. Sur les ports, je vais vous donner mon sentiment. Vous avez parlé des ports, en fait, ce qu'on appelle les GPM, les grands ports maritimes, anciens ports autonomes, Le Havre, Rouen dans notre région, Paris, tout ça fait Aropa. Moi, mon sentiment, c'est qu'on arrive aux limites du système actuel. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans l'estuaire de Seine, vous avez à gauche le port du Havre, une fiscalité particulière, des taxes spécifiques, des procédures spécifiques, une gouvernance spécifique. Vous avez à droite Honfleur, circonscription du port de Rouen, une fiscalité particulière, des procédures spécifiques. Enfin, franchement, quand vous êtes néerlandais, voilà. Bon. Donc, je peux comprendre que la logique historique, et notamment pour des raisons géopolitiques, ait conduit à cette situation. Les régions aujourd'hui elles n'ont pas le manche sur les grands ports, elles ont le manche sur PNA et le port de Dieppe, et puis après il y a les ports départementaux ou infradépartementaux, Port-en-Bessin, Fécamp, etc. Mais de fait, aujourd'hui, si vous prenez le contrat de plan, si vous prenez le contrat de plan Vallée de Seine, tous les gros investissements, l'approfondissement du chenal sur le port de Rouen, il faut quand même souligner que le port de Rouen, c'est un des rares ports en croissance de France, et c'est le premier port céréalier d'Europe quand même. Hein. Deuxième, ça doit être Gand, je crois. Bon, en tout cas, parmi les premiers, c'est quand même pas mal, et c'est un port en croissance. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai vu le Verdon partir. Bon, là, on est sur un port qui, au contraire, est en croissance, ce qui est bien. On a des investissements sur tous les ports du Havre, je parle des ports maritimes, du Havre et de Rouen. Donc, de fait, on a un levier de décision, puisque c'est la région qui finance tout ça. Mais ce n'est pas du tout équilibré par un levier de gouvernance. On est en siège au conseil de surveillance. Moi-même, j'ai souhaité siéger au conseil de surveillance du port de Rouen, alors que ce n'était pas le cas avant. J'ai un vice-président qui siège au Havre. Mais je reconnais volontiers que la gouvernance nous donne une part très limitée et qu'il y a plutôt des fonctionnaires de l'administration nationale et que ça reste des ports de gouvernance nationale. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers une évolution de reprise de gouvernance par les régions sur les ports de ce type-là, parce que d'abord, ce sont les premiers contributeurs économiques au territoire, et que l'intégration de ces ports, même si Aropa est un pas positif, mais ça ne doit pas être non plus un cache-sexe pour dire on ne fait plus rien en termes d'intégration, parce qu'il y a aussi cette discussion-là. Je pense qu'il faut qu'on puisse avancer. Ça va prendre du temps. Je pense que sur le mandat, ça peut être un objectif, mais ça va prendre du temps parce qu'il y a des résistances. Puis disons les choses, le port de Paris, c'est une redevance de 10 millions d'euros à l'État. On peut comprendre que l'État préfère le garder. Bon, je pense que nous, notre intérêt, c'est de faire, de manière générale, le principe « je paye, donc je décide », je trouve que c'est un bon principe. Si la région est déjà très investie dans le financement, c'est bien que la gouvernance suive et qu'on ait un niveau d'équilibre là-dessus qui permette une meilleure intégration des ports sur la vallée de la Seine. Pour ce qui concerne le CRIT et l'installation, les CRIT et les différences qu'il y a en Haute et Basse-Normandie. Moi, je vais vous dire une chose très très simple, qui s'applique ici, mais qui s'applique sur d'autres domaines aussi. J'essaie d'être pragmatique. Il y a des choses qui se sont bien mieux faites en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie. Il y a aussi des choses qui sont mieux faites en Haute-Normandie, certainement. Mais je vous prends 2-3 exemples. En matière agricole, parce que c'est l'histoire, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, on a regardé, vous doutez bien qu'avec Laurent Beauvais, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on prépare la fusion. Donc on a un rapport des Césaires, on a regardé nous-mêmes avec les services, on a regardé ce qui se fait. Je vais vous prendre un autre exemple pour ne pas être polémique. Le tourisme, la région Basse-Normandie a fait plus et mieux que la région Haute-Normandie, pour des raisons historiques, parce qu'il y avait le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, parce qu'il y avait peut-être une culture industrielle plus forte en Haute-Normandie. Bon, voilà. Là, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, en tout cas mieux en Basse-Normandie, mais je veux dire, essayons de les étendre. Vraiment, alors là, il faut être pragmatique là-dessus, j'ai aucune difficulté. Sur l'investissement, pour répondre à monsieur, pour vous répondre sur l'investissement, la réponse simple, ça serait de vous dire, bah oui, on va tripler notre budget, et puis paf, ça ira bien. On peut le faire dans une certaine mesure, c'est la réponse que j'ai essayé de donner tout à l'heure. Mais je voudrais dire quand même les choses. La France n'est pas un pays fédéral. C'est un pays très peu régionalisé. Savez-vous que la dépense publique régionale en France, c'est 2,5% de la dépense publique en France.
C'est beaucoup moins, par exemple, que les intercommunalités, les départements, les services déconcentrés de l'État, la DRAF, la DRAC, la DREAL, le direct, etc., les préfectures, les sous-préfectures, les sous-sous-préfectures. Bon. Oui, moi, j'ai une sous-préfecture, Bernay, les Andelys, Dieppe, bon, voilà. Donc, je veux juste dire qu'il faut prendre la mesure des choses. Vous avez cité la Bavière ou la Basse-Saxe. Ce sont des régions qui sont peut-être comparables en termes de démographie, mais absolument pas comparables en termes de moyens. Elles ont des moyens réglementaires. Nous n'avons pas de moyens réglementaires. Elles ont des moyens budgétaires. Et si vous prenez les comparaisons avec la Suède, l'Allemagne, des pays soit fédéraux comme l'Allemagne, soit d'essence ou d'inspiration fédérale, vous avez des puissances budgétaires des régions, l'Espagne, qui sont de l'ordre de grandeur de 5 à 10 fois supérieures aux régions françaises. Ce n'est pas spécifique à la Normandie. Hein. Et par ailleurs, la Normandie, il y a eu un débat là-dessus, hein, sur les contours de la Normandie. On voit bien l'intérêt de la cohérence historique. Ben, reconnaissons aussi que la Normandie, aujourd'hui, ça sera la 9e région de France sur 13. Hein. Ce n'est pas non plus la plus grande région de loin, ce n'est pas la plus grande région de France. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des limites à l'exercice. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que la puissance budgétaire d'une région demain, c'est 1,6 milliard de budget, point. Et c'est une capacité d'investissement. Et encore, heureusement qu'on a un taux d'épargne brute très élevé, de l'ordre de 700 millions d'euros, 650 d'opérations nouvelles chaque année. Ce qui fait qu'on pousse quelque chose milliard d'investissements chaque année devant nous, quand je prends les opérations nouvelles et les opérations anciennes, si je les ajoute. Ça donne une marge de manœuvre qui fait qu'on est le premier investisseur public local, oui, mais c'est limité à cela aussi, quoi. On n'est pas sur des sommes. Voilà. Donc ensuite, par contre, là où je partage peut-être votre point de vue, c'est que sur certaines mesures ponctuelles, on peut bouger les seuils. Je pense par exemple, je n'ai plus le chiffre en tête, mais sur le PMBE, on avait un seuil, je ne sais plus si c'était 100 000 ou 300 000 euros de maximum, je crois que c'était 100 000, oui, c'est 100 000, me dit Arnold, bon, pour l'aide. Bon, voilà, là, est-ce qu'on ne peut pas essayer de jouer, on en avait eu cette réflexion quand j'étais venu en juillet, là, au moment dans une exploitation, sur est-ce qu'on ne peut pas essayer de bouger cela, parce qu'il y avait une problématique spécifique. Donc là, on peut le faire. Mais je voulais essayer, là encore, de vous faire une réponse honnête. Il y a des structures régionales. Moi, je me bats pour qu'on ait plus de moyens au niveau régional quand c'est utile, parce que je pense que dans plein de domaines, quand on agit régionalement plutôt que centralement, on est plus efficace. Par exemple, le fait que les fonds européens soient confiés aux régions, je pense que sur le long terme, c'est une bonne chose, parce qu'on pourra être plus réactif et plus efficace. Que les régions gèrent demain tous les transports interurbains, y compris les transports scolaires, etc., c'est une bonne chose, parce qu'on pourra être plus efficace sur les transports. Mais je reconnais aussi qu'on n'est pas un pays fédéral. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses. Donc il faut dire les choses avec honnêteté et en même temps agir sur les leviers là où on peut le faire. Peut-être qu'il faut que je conclue. Bah, je vais conclure en 2-3 mots. On ne partage pas forcément les mêmes opinions, je le dis sans langue de bois. Moi, la politique, ce n'est pas mon métier. Je suis là pour essayer de développer la région que j'aime, dans laquelle je vis. C'est une opportunité historique. Moi, je suis né en 77, je crois qu'on parlait de la réunification bien avant 77. C'est un moment extraordinaire pour notre région. Et moi, je suis très heureux et très fier de contribuer à cela, comme vous le faites, les chambres régionales, les agriculteurs, la profession, comme beaucoup d'autres le font en fonction de nos sensibilités, parce que c'est un moment littéralement historique. Et dans ce moment, il faut qu'on arrive enfin à sortir de cette formule qui est malheureusement négative pour notre région. Beaucoup de savoir-faire, pas assez de faire savoir. Des territoires extraordinaires, des atouts extraordinaires, des guéguerres infinies, l'Eure et la Seine-Maritime, Caen et Rouen, le nord de la Manche et le sud de la Manche, je taquine un peu. Quand on se divise, on perd comme des idiots. Quand on se rassemble, on gagne. Et pourtant, on n'est pas les plus gros ni les plus puissants budgétairement, comme je viens de le dire. Donc, je crois que le rôle de la région demain, outre son rôle technique, d'investissement, de simplification, de qualité, le premier rôle de la région, et singulièrement de son président, ce sera de rassembler tous les Normands pour porter cette fierté, ça je crois qu'il y a un consensus là-dessus, pour moderniser aussi notre image, pour apporter cette image d'innovation, de qualité, qui fait qu'on se dira demain, on va acheter des produits normands parce qu'ils sont meilleurs que d'autres régions. Ce n'est pas juste pour jouer sur la marque ou l'image, parce qu'on ne convaincra personne en faisant juste jouer sur la marque ou l'image, mais en apportant du contenu à cette marque, en apportant une image plus moderne, dynamique,
d'efficacité. Et puis, je finis par ça, je pense qu'il faut qu'on ait des élus locaux pragmatiques. On a nos convictions, c'est normal, elles sont diverses, c'est normal, mais quand on est sur une élection locale, le vrai sujet, c'est comment on fait pour mieux bosser ensemble, tous les jours, au quotidien, dans le détail, dans le cambouis. C'est ça le point clé. Et moi, je veux être ce président pragmatique. Je vous remercie.